On se retrouve pour ce nouvel épisode de En Position, l'émission philo-politique avec Position Revue. Aujourd'hui, on attaque un sujet qui va sûrement nous occuper pendant 3 épisodes. C'est le sujet du matérialisme dialectique. Le matérialisme dialectique, c'est souvent ce qu'on utilise pour dire marxisme autrement. On va voir ce que c'est tout du long pendant ces 3 épisodes, mais voilà, quand on parle de matérialisme dialectique, ça renvoie assez explicitement au marxisme. Et donc, dans cette première partie, on va essayer d'aborder les rapports du marxisme et du matérialisme dialectique avec la philosophie, et essayer d'expliquer les termes pour les gens qui ne connaissent pas, qui ne connaissent pas bien tout ça. Parce que c'est vrai qu'on a souvent des MP, des questions, j'ai des gens qui me disent qu'est-ce qu'il faut lire, qu'est-ce qu'il faut écouter, et je trouve que ça manquait. Il y a une vidéo pas mal de cathédrale osseuse que vous pouvez aller voir sur le sujet, mais je pense qu'il nous faut plus que 15-20 minutes pour parler de tout ça, et comme ça, vous allez pouvoir poser vos questions dans le chat. Donc on accueille Position Revue. Position Revue, tu m'entends? Yes. Donc, je te laisse présenter parce que j'aime bien cette émission parce que c'est toi qui fais le travail. Enfin, c'est vous plutôt à Position Revue, mais c'est toi qui parles à chaque fois. Donc, vous nous avez préparé un plan. Explique-moi tout ça un peu. Comment est-ce que ça va comment est-ce que ça va faire? Ben, Introduis-nous tout ça. ouais, donc l'idée c'était de, comme tu l'as dit, ça revient beaucoup quand on discute dans les MP ou dans les commentaires de c'est quoi le matérialisme dialectique. Donc on va essayer de faire la pédagogie là-dessus. On va avoir un plan en 3 parties, c'est le minimum quand on parle de dialectique. Euh, donc le premier plan, ça va être le premier épisode. Là aujourd'hui, on va parler du rapport du matérialisme dialectique à la philosophie, son insertion dans l'histoire, et puis les catégories fondamentales que sont le matérialisme et la dialectique, et qu'est-ce que leur synthèse apporte à la philosophie, et comment elle la dépasse. Ouais. Ensuite, on aura une partie 2, donc sûrement une deuxième émission, qui sont les catégories fondamentales du matérialisme dialectique. Quels sont les concepts, les prédicats et les grandes structures significatives du matérialisme dialectique, Oh là qui là, peuvent ça commence être à sortir des grands mots déjà là. Pardon, je vais faire plus, voilà, Non, plus non, 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 didactique. Non, mais quels sont parle. les grands concepts Hmm. qui sont affirmés par le matérialisme dialectique et qui sont obligés d'être appliqués. Donc il y aura le sujet collectif, l'idée de l'opposition entre structure et fonction, l'identité sujet-objet, des choses qu'on a déjà posées, et la totalité. Mais ce qu'on va Enfin, faire, on c'est que essaiera de... je vais essayer, moi, d'être. Pour que ce soit plus simple, je vais essayer de faire celui qui est ignorant, qui ne connaît pas du tout le marxisme. Je vais essayer d'incarner Fabien Roussel aujourd'hui. Ok, je suis concentré, je prends les blagues à rebond, mais oui, tout excellent. Et donc la troisième partie, on essaiera de voir les possibilités concrètes du marxisme, à quoi ça sert, euh, comment on peut les utiliser, justement, pour penser l'histoire, pour penser la transformation, et comment cette philosophie est vraiment une philosophie de l'action. Donc on essaiera de lire des textes, etc., en parallèle. S'il y a des questions, Ouais, on posera des questions, je pense, à la fin. on les Euh, prend. Peut-être démarrer, voilà. Pourquoi tu veux démarrer sur quoi? Peut-être la définition du matérialisme, des choses comme ça, ou une Ouais, introduction alors on va plus commencer par large? ça, du coup. Donc, le matérialisme dialectique qui apparaît donc avec Marx. Faut savoir que Marx n'a que rarement employé cette expression, même quasiment jamais. Il l'a reprise quand elle avait été apposée par d'autres avant lui. Joseph Ziegler, normalement. Enfin, bon, ça, c'est pour l'anecdote. Donc, c'est la philosophie marxiste. Marx a fait de l'économie, a fait de la philosophie, a fait de l'histoire. C'est vraiment quelqu'un de vraiment transdisciplinaire. Donc, c'est pas vraiment un philosophe pur qui a développé, théorisé, écrit ce qu'était le matérialisme dialectique. Il a fallu toute la tradition du marxisme ensuite pour dégager les concepts fondamentaux et l'épistémologie de cette catégorie. Elle est au croisement donc de deux grands apports philosophiques modernes, hein. Le matérialisme,
Donc le matérialisme va s'opposer à l'idéalisme et en particulier aussi au dualisme. Par définition, le matérialisme est un monisme, qu'on appelle en philosophie. C'est quelque chose qui refuse d'abord le dualisme entre la matière et l'âme, et plus largement, du coup, l'âme, la sensibilité, les idées, etc. Donc Ça, ça, faut savoir que... c'est important, ouais. Il faut que les gens comprennent bien. Déjà, je te coupe des fois, mais c'est pour faire un point et que Ouais, vas-y, vas-y. vraiment ce soit quelqu'un qui connaît pas, voilà, qu'on comprenne ça. Quand on parle de matérialisme dialectique, donc, si je te suis et tu m'arrêtes si je raconte n'importe quoi, mais en fait, on essaie de dépasser le simple. En fait, le mot marxiste renvoie à Marx. On croirait que c'est ce que pense Marx. Le matérialisme dialectique, c'est plus je sais pas, une vision du monde. Tout comme on pourrait dire que Kant, il est idéaliste subjectiviste, c'est-à-dire qu'il part du sujet et puis il est idéaliste, c'est-à-dire qu'il pense qu'il y a un dualisme entre les idées et la matière, et puis voilà. Le matérialiste dialectique, lui, il pense qu'il y a un monisme, c'est-à-dire que idées et matière sont matière, quoi, en gros. C'est à peu près ça, non? Alors, idées et matière ne sont pas forcément matière. On le verra. Il n'y a pas de réductionnisme de l'idée à la matière. Il n'y a pas non plus l'inverse, c'est-à-dire on va le voir ensuite, hein, dans l'idéalisme, mais de réductionnisme de la matière. Il n'y a pas une unité totale. C'est un aspect d'un tout plus grand. C'est une partie d'un tout plus grand. Contrairement au dualisme qui va considérer qu'il y a vraiment un rapport, une frontière hermétique entre l'âme et le corps, parce que ça vient de là, hein, d'être une philosophie de l'histoire, etc. Le matérialisme est une philosophie qui se construit contre l'ancienne scolastique et contre la pensée religieuse, qui justement posait comme fondamentale la dualité entre la matière et l'âme et la sensibilité. L'âme et le corps, quoi. D'ailleurs, il y Ah. a quelqu'un dans le chat qui dit le matérialisme, c'est quand on est attaché aux objets, c'est ça? Alors, le matérialisme, effectivement, c'est aussi un rapport à la matière. Alors, c'est pas du tout la position philosophique, c'est plutôt, on va dire, dans la pensée commune, mais c'est vrai. Être matérialiste, c'est vraiment être orienté vers Oui. la vénalité, la matière. Mais c'est très intéressant cette question parce que justement, elle renvoie à ces catégories de philosophie. Justement, la logique de l'âme permettait à l'époque de s'élever au-delà de la matière. Donc dans la gnose vraiment la pensée de l'époque, cette séparation entre l'âme et la matière faisait de la matière de quelque chose de très vil, très bas, très repoussant, alors que l'âme, c'est vraiment la chose la plus élevée, la plus importante, etc. D'où l'expression matérialiste. J'avais Quelqu'un jamais qui pensé à ça, s'occupe. en fait. Ça veut dire, oui, c'est un peu le truc chrétien de, voilà, même si t'as rien là et que t'es un esclave, bah plus tard tu auras parce que t'as une âme. D'accord, j'avais jamais pensé au fait que ça venait de là, l'expression être matérialiste, c'est Voilà, apprécier les biens matériels. donc justement, quand certains vont vous dire, ah, je vais pas les citer, mais je sais très bien à qui je pense, puis maintenant on va le savoir, mais ça n'a rien à voir, c'est voilà. En fait, si, quand on dit de quelqu'un qu'il est matérialiste, c'est justement le combat philosophique déjà passé dans le sens commun entre les matérialistes de l'époque, les premiers matérialistes, qui justement voulait ne plus penser la dualité entre l'âme et la matière, et justement les tenants de la philosophie, on va dire, hégémonique de l'époque, qui faisaient de ces matérialistes-là des gens vils et seulement orientés vers la bassesse des choses. Tu m'apprends un truc là, parce que enfin, tu dis il y a des gens qui pensent ça. Moi, il y a 15 minutes, je pensais ça, tu vois. Je pensais que ça n'avait un peu rien à voir, tu vois. D'ailleurs, le mec trollait, hein, il l'a dit dans le chat, il trollait en disant ça. Bah ouais, mais c'est pas du tout, c'est pas du tout, c'est intéressant les concepts, il y a une pensée à faire des expressions communes. Les expressions communes sont celles qui sont le plus, finalement, remontent qui ont une genèse très lointaine et qui sont on va dire, des visions du monde euh, qui pouvaient être à un moment très intense, très en conflit, très nouvelles et qui sont devenues extrêmement banales. Voilà. Et donc, voilà, être matérialiste, c'est la banalité de quelqu'un qui n'est orienté vers
qui n'est pas orienté vers son salut, qui est orienté vers la bassesse des choses matérielles. Parce que tu vois, moi, il y avait une vidéo que j'ai jamais terminé d'écrire. Il faut que je la termine, mais c'est une vidéo en fait sur la critique d'une conférence de Julien Rochdy de 3h30 où il parle de la philosophie de droite et où il dit voilà, Marx est matérialiste, donc il aime les biens matériels et il fait le jeu du capitalisme. En gros, il tient un raisonnement comme ça, tu vois. Et je voulais me foutre de sa gueule, mais du coup, il faut que j'y aille avec des pincettes. Je peux pas dire, ça n'a rien à voir. En fait, tu peux considérer justement que voilà, effectivement, quand un Rochdy qui est un idéaliste et qui en plus essaye de se penser dans une pensée de la tradition, etc., quand il le traite de matérialiste, bon, faut toujours partir aussi du niveau intellectuel de Rochdy. Tu vois, on est entre l'éponge et puis, je sais pas, le balai de chiottes, quoi. Mais donc, c'est, mais en fait, quand il sait pas ce qu'il dit, il dit quand même quelque chose. Et ça, on va le voir, c'est fondamental dans la pensée dialectique. C'est que même quelqu'un qui croit ne rien dire et qui euh, parle sans réfléchir, dit des choses qui ont un sens. Et donc, quand Rochdy fait ça, eh ben, il démontre toute sa logique de droitardé en disant, en ramenant le capitalisme à la matérialité, à l'argent, etc. Quelque chose qui est extrêmement critiqué par la pensée traditionnelle et chrétienne. Donc ça n'a pas rien à voir. C'est vraiment les tenants d'une position et d'un débat qui est extrêmement vieux et qui justement, nous ramène bah, à la naissance de la pensée matérialiste. D'accord, ouais. D'accord, c'est intéressant. Ouais. T'avais d'autres choses Donc voilà, donc sur le matérialiste, voilà, donc on va avoir donc la pensée matérialiste qui a des traces hein, dans l'Antiquité. Ah oui, On évidemment. va pas le faire ça, on va rester sur la modernité, mais voilà, qui réémerge dans la modernité, justement par la bourgeoisie, hein, euh, qui, elle, est orientée vers ses biens matériels. Et donc, ce conflit-là, en fait, entre le dualisme, on va dire chrétien, et le matérialisme bourgeois qui naît, euh, euh, crée un conflit très important parce que on a une classe sociale qui, elle, est orientée vers ses intérêts et donc est obligée de développer une vision du monde qui rend Dieu euh, secondaire et non plus premier, comme ça pouvait l'être dans la philosophie chrétienne, justement parce qu'à un moment donné, la philosophie traditionnelle, la scolastique, etc., va condamner, comme on vient de le dire, en traitant de matérialiste, condamner justement le fait d'être orienté que vers ses biens matériels. D'accord. Mais ce qui est Donc, intéressant, c'est que ces bourgeois là que tu décris, donc qui étaient matérialistes sur le plan voilà des biens matériels et tout, qui pouvaient être matérialistes comme Diderot ou d'autres sur le plan philosophique. Aujourd'hui, on les retrouve matérialistes sur le plan des biens matériels, mais totalement idéalistes sur le plan philosophique. alors, on va le voir comment ça peut. Alors, et justement, et c'est pour ça que j'ai pas parlé d'idéalisme encore, Alors j'aime pas ce gars, parce j'ai que l'impression de dire des conneries, j'ai l'impression qu'il me juge quand je parle. non, non, mais c'est très vrai. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est euh, justement, d'abord, le matérialisme ne s'oppose pas à l'idéalisme. On va voir que c'est plus complexe que ça. L'idéalisme va être une autre forme de développement de la pensée bourgeoise et moderne. D'accord. D'abord, le matérialisme s'oppose justement à la pensée traditionnelle, qui est le dualisme entre la matière et l'âme. Et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. C'est-à-dire que le matérialisme, les premiers matérialismes, hein, qui n'ont rien à voir avec le matérialisme dialectique, mais l'émergence du matérialisme dans la société moderne, c'est déjà une pensée contre contre un ordre euh, chrétien, dualiste, etc. Oui. Ok? Ouais. Je sais pas s'il y a des questions, si c'est clair Non, ou non, pas. non, Hein, non, c'est clair. Continue, on posera des questions un peu à la fin, mais si on pose des questions. Enfin, si le chat pose des questions tout le temps. Je les lis de toute façon, donc s'il y en a des biens, je fais genre qu'elles viennent de moi, tu vois. Ok, ça roule. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment l'émergence donc ça c'est le matérialisme et donc le matérialisme va postuler avec de manière plus ou moins consciente, concrète. Mais voilà, les premiers matérialistes, par exemple, un des plus premiers matérialistes euh, et un des plus grands, ça va être Spinoza, qui lui justement va penser la totalité euh, entre la raison
et le réel, entre la raison et la matière, et va sortir complètement de ce dualisme. C'est pour ça qu'on va le faire passer pour un athée à l'époque, ce qui est plus complexe que ça chez Spinoza. Il va être traité d'athée, de matérialiste, etc., justement parce qu'il va s'opposer à ce dualisme entre l'âme et la matière. Et Spinoza aura cette phrase, la raison, c'est rien d'autre que Dieu. Voilà. Donc en fait, chez Spinoza, il y a un monisme matériel où le monde, la matière, Dieu, la raison, le réel, tout ça est unitaire. Oui. Donc c'est vraiment un des matérialistes les plus, on va dire, les plus puissants du GG. Descartes est aussi un matérialiste dans son rationalisme. Il garde toujours un peu l'idée de Dieu, mais l'idée de Dieu chez les rationalistes, en fait, euh, c'est plutôt dans une logique ordonnatrice, en fait, plutôt que dans une logique dualiste de l'invention de l'âme, etc. Mais voilà, on a des matérialistes, du matérialisme qui émergent vraiment dans la classe bourgeoise à cette époque-là. Tu mets un peu en sueur là le chat, notamment Noé Jacomet qui est connaisseur un peu de Spinoza, qui dit pas sûr sur le terme moniste, Spinoza n'est pas Leibniz. Et il y a Cathédrale Osseuse qui dit que c'est une interprétation marxiste un peu de l'histoire de penser qu'il est matérialiste, Spinoza. Alors, Je sais pas si t'as des choses par rapport à ça. je dis pas Spinoza, on est d'accord que Spinoza est une frontière entre le matérialisme et l'idéalisme. Euh, il a des aspects matérialistes. Il est moniste. Leibniz est moniste. Hein, Néo-Jacomet, j'ai pas vu, mais Leibniz est un matérialiste aussi, mais justement pour les mêmes raisons que ce qu'on a dit précédemment. Euh, il y a quand même chez Spinoza cette volonté de faire du réel et de la connaissance du réel, c'est-à-dire le rationnel et le réel, une unité, qui tend vers le monisme et qui tend à s'opposer au dualisme de l'époque et qui justement le range dans la catégorie moniste. Il n'y a pas de dualisme. La totalité chez Spinoza, c'est un des premiers penseurs de la totalité. Donc vraiment, le monisme chez Spinoza, c'est quand même... on peut trouver des choses qui le contredisent, mais ça reste quand même une catégorie qui est fondamentale. D'ailleurs, quand Hegel dit Euh, le vrai et le tout, c'est pas quelque chose qui reprend de Spinoza, je crois. C'est pas un hommage à Spinoza, un truc. Oui, 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 bah, Hegel a été un lecteur assidu de Spinoza, extrêmement critique et très, on va dire, très rival. On pourra le voir après quand on parlera de la dialectique. Mais, et sur l'interprétation marxiste, effectivement, il y a une repensée marxiste du spinozisme, alors qui se fera bien après la naissance du matérialisme dialectique. Le spinozisme dans le marxisme, justement, viendra quand la dialectique commencera à s'éteindre. Quand l'héritage de Hegel, mais on le verra après, quand l'héritage de Hegel commencera à tomber en désuétude dans le marxisme, Les années le 60. spinozisme prendra le relais. Les années 60-70, quoi. Ah non, non, c'est fin du 19e siècle. D'accord, c'est quel débat? Moi, je te parlais d'Althusser, de mecs comme ça, tu vois, qui Voilà, vont être très. on le verra, mais parce que ça fait partie euh, ça fait partie de l'histoire en fait. Les périodes on va dire, d'accalmie et d'hégémonie de la bourgeoisie, on va dire peu révolutionnaire, donnent des visions un peu plus structuralistes, un peu plus statiques, telles que le spinozisme. Et on le verra en fait à la fin du 19e siècle. On aura un marxisme très spinoziste, le plus grand spinoziste le plus, on va dire, le plus euh, explicite là-dessus, c'est Plekhanov euh, sur le Spinoza dans le marxisme. Et puis après, on va re-rentrer dans une période révolutionnaire, donc Hegel va refaire son apparition via Lukács. Voilà. Et puis quand ensuite on va retomber dans une période un peu plus froide, un peu plus, on va dire, efficiente de la bourgeoisie, on va retrouver le retour de Spinoza via le structuralisme, et là c'est Althusser. Mais ça, on le verra dans la partie 3, justement, comment les visions du monde et l'acuité des philosophes tient en fonction des périodes historiques et des, et des, et des, et des rapports matériels. Quand on en sera à la Donc partie voilà, 3, donc on a le normalement, matérialisme. vous commencerez à avoir des super pouvoirs, hein, normalement. Ça se développe comme ça. Hein.
Donc le matérialisme, donc voilà, c'est la naissance voilà, d'une pensée bourgeoise, d'une catégorie bourgeoise. C'est pas tous les bourgeois qui vont penser en matérialisme, complètement d'accord. Mais on va dire que c'est plutôt les rationalistes, etc. Et leur puissance, leur hégémonie dans la société et leur efficience sur la société va leur permettre de remettre en question la pensée officielle de l'époque, qu'est le dualisme, la gnose, etc. Et donc on va avoir le développement du matérialisme. Et l'insulte qui va avec, comme on l'a dit précédemment. Je suis Donc sûr ça, d'ailleurs voilà, que ça ta c'est le réponse à matérialisme. On ça, verra mais et pourquoi est-ce qu'il y a des. Enfin, qu'est-ce qui il fait qu'il y a des bourgeois qui vont se tourner vers l'idéalisme et d'autres vers le matérialisme, d'après toi? Est-ce que tu as ta réponse à cette question dans l'histoire? dans l'histoire, pourquoi il y en a qui vont passer par l'idée? Alors ça va tenir à à la, à la possibilité d'efficience sur de la classe dans ses rapports sociaux. On va avoir une classe qui va être beaucoup plus rationaliste et qui va être beaucoup plus matérialiste euh, en France. Le tenant, ça va être Descartes, parce qu'on a une bourgeoisie qui est beaucoup plus puissante, capable de transformer les choses, et donc qui a moins besoin de se soumettre qui peut atteindre la révolution et qui l'a atteint, et donc qui va être capable de transformer la réalité, donc elle n'est plus soumise aux catégories de la précédente pensée, elle peut assumer sa propre pensée, c'est-à-dire son orientation vers la matérialité et vers ses intérêts. Là où on va voir une bourgeoisie idéaliste, bah, c'est une bourgeoisie qui va être beaucoup plus coincée dans ses rapports sociaux. En fait, la pensée bourgeoise idéaliste, par essence, c'est Kant. Euh, et le kantisme, en fait, est la pensée d'une bourgeoisie allemande qui désire faire la révolution, qui sent que la révolution est nécessaire, mais qu'elle est impossible. Donc, Kant va se réfugier dans l'éthique, dans l'idéal, dans une pensée de l'idéal absolu, de l'éthique, etc., qui n'est pas une pensée de la transformation, comme peut l'être le rationalisme français ou le matérialisme. euh, Attention, hein, quand je dis matérialiste, là, jusqu'à présent, on a parlé d'un matérialisme et non pas du matérialisme dialectique. C'est le matérialisme d'unité, de réduction du monde à la matière, à la substance matière. Ouais. Voilà. J'aime bien parce que vous avez vu Position Revue, on peut lui poser des questions qui sont pas si évidentes en live et on a quand même des réponses qui sont un peu basées quoi. Merci. Donc, mais on va développer ça, hein, vous allez voir. Mais voilà. Donc, on a le matérialisme, donc la pensée, une apparition du monisme, hein, parce qu'on verra justement que Marx, ça va être critique. Et puis, du coup, on va avoir ensuite la pensée dialectique. Donc là, on fait un saut, on fait quand même un saut dans le temps de 2 siècles. Euh, la pensée dialectique, c'est chez Hegel, et c'est la pensée des contradictions. Euh, alors, chez Hegel, qui est un auteur compliqué, mais que je vous invite à lire, il y a des livres qui sont plus ou moins, qui sont plus ou moins faciles. La phénoménologie de l'esprit, c'est pas le plus simple pour commencer. Ouais mais Mais chez Hegel, il y a des ce cours qu'il et faut tout, il y a comprendre. plein de choses pour enfin c'est des grands ouvrages donc vous pouvez trouver des choses qui vous facilitent quand même tout ça. Il y a Cathédrale qui me demande si j'ai étudié la philo à l'université ou autodidacte. Les deux. Mais je pense que j'ai fait plus de progrès en autodidacte qu'à l'université. Mais voilà. Euh, et, euh, T'en étais à la phénoménologie et de l'esprit, tu parlais d'Hegel, tu disais que c'était pas le plus voilà, simple pour voilà, ça. donc Hegel, donc la pensée de la dialectique, donc la pensée de la contradiction. Ce qu'il faut comprendre chez Hegel, c'est que alors alors là, il faut se replacer par rapport à Kant. Donc on a Kant, qui est une pensée bourgeoise également, mais idéaliste, pour les raisons que tu as bien fait de poser la question qu'on a euh, expliqué précédemment. Donc on a une bourgeoisie allemande incapable de transformer la réalité alors qu'elle y aspire. Donc elle développe une vision du monde idéaliste. On va peut-être revenir à Et quelque chose malgré parce que tout, c'est évident pour toi, mais euh, pourquoi est-ce qu'elle aspire comme ça enfin, pourquoi est-ce que la bourgeoisie à la fois allemande et française aspire à transformer la réalité? C'est parce qu'elles ont un peu les mêmes rapports sociaux, sauf qu'il y en a une qui alors peut pourquoi oui, le c'est faire. de là à pourquoi? Parce que dans le processus historique, la bourgeoisie, le mode de production bourgeois est
plus efficient et dépasse les contradictions du mode féodal. Donc, et ça se voit dans toutes les sociétés. À un moment donné, quand une bourgeoisie se développe dans le monde féodal, qu'elle commence à apparaître comme importante, son mode de production, et on pourra y revenir, plus égalitaire, sorti de la domination hiérarchique et du symbolisme, via les droits, via la pensée de l'individu, rend le mode de production et ce qu'on appelle le développement des forces productives plus important. Donc c'est une société, c'est une classe qui croît et qui finalement se percute, ça c'est fondamental dans le matérialisme dialectique, se percute avec l'ancien ordre. On lira, même s'il n'a pas utilisé ces catégories, Marx a donné une définition fabuleuse dans l'introduction à la critique de l'économie politique. On la lira peut-être aujourd'hui ou dans le prochain, quand justement il montre qu'à un moment donné, voilà, les forces qui entraînent un système de production deviennent une entrave. D'entraînement, elles deviennent entraves. Bah voilà, la bourgeoisie, c'est ça. La bourgeoisie a permis à la société féodale de se développer, mais la bourgeoisie en tant que classe se développe plus vite, son mode de production interne se développe plus vite et rentre en contradiction avec le mode féodal. Et donc toutes les bourgeoisies sont rentrées en contradiction avec l'ancien ordre. La bourgeoisie française, la bourgeoisie anglaise et la bourgeoisie allemande. La bourgeoisie anglaise et française, bien avant la bourgeoisie allemande. Les deux ont été révolutionnaires. La bourgeoisie anglaise, elle, on a reparlé de matérialisme, elle est allée vers une sorte de matérialisme, une sorte de critique de l'ancien ordre, qui est l'empirisme. Alors, la bourgeoisie anglaise, justement, elle est très, la pensée empirique des penseurs bourgeois anglais, Hume, etc., est extrêmement cohérente avec justement la position de la bourgeoisie dans sa révolution. Qu'a fait la bourgeoisie anglaise? Elle a fait deux révolutions, bien avant la Révolution française. Elle a tranché même la tête de son roi avant les Français, un siècle avant, donc Charles Ier. En revanche, le poids de l'aristocratie en Angleterre était tellement important qu'elle n'a pas pu le renverser totalement. Donc, ce qui est sorti de la révolution bourgeoise anglaise, c'est une pensée du compromis, du consensus, du compromis, voilà. Quelque chose de basé vraiment sur le rapport concret, réel, palpable de l'époque, très empirique. D'où la pensée empiriste anglaise, très juridique, très l'équilibre, la balance entre les deux, et d'où justement les institutions aujourd'hui anglaises qui ont deux chambres, une chambre aristocratique et une chambre bourgeoise, et qui est une monarchie constitutionnelle. Donc, et cette pensée-là de l'équilibre, de l'impossibilité de réaliser une idée complètement, donne justement la pensée empirique anglaise. À l'opposé, la pensée rationaliste française, la bourgeoisie française a pris tellement de pouvoir qu'elle, euh, dans sa révolution, est devenue totalement idéaliste. Mais un idéaliste, alors on va distinguer après objectif d'un idéaliste subjectif, mais justement, son rationalisme se dévoie dans l'idéalisme parce qu'elle a tellement de possibilités, tellement de puissance qu'elle considère qu'elle peut assouvir ses passions et sa vision du monde à son maximum. Et à l'autre, donc on a une bourgeoisie absolue en France, et donc une pensée, une vision du monde absolue qu'est le rationalisme français, et avec tous les délires que ça va avec, l'idéalisme, l'universalisme, etc. Et puis, à côté de ça, on a euh, une bourgeoisie anglaise qui développe l'empirisme parce qu'elle est un peu coincée, elle arrive à assouvir ses passions, à transformer la société, mais pas totalement. Et puis à côté, on a une bourgeoisie malade. Je ne sais plus qui disait ça, mais c'est dans les marxistes, voilà, une bourgeoisie malade qui est la bourgeoisie allemande, qui elle ne peut pas du tout faire la révolution, et donc sont dans un idéalisme éthique, euh, lointain, etc.,
parce elle sent qu'elle n'a pas de prise du tout sur la conquête politique dans ses rapports sociaux. Donc voilà, on voit comment justement le développement des sujets collectifs, à l'intérieur même des rapports différents que peuvent être si on prend une pensée de l'histoire générale, on va se dire, bah oui, la bourgeoisie a vaincu le féodalisme partout. Oui, elle l'a vaincu partout, mais pas de la même manière. C'est comme si on dit, voilà, euh, l'Alliance a vaincu l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, mais le front de l'Est, c'est pas pareil que le front de l'Ouest. Il y a différentes stratégies qui débouchent sur différentes constructions après cette guerre. Et ben voilà, le développement de la bourgeoisie et son assise sur le monde s'est fait de manière différente en fonction des rapports concrets des nations de l'époque, etc. Et ont développé des manières et des visions du monde différentes. Ok, ouais, je pense que je sais pas si c'est plus clair pour tout le monde, mais je pense que ça l'est plus. Voilà, il y a une classe bourgeoise, je pense, j'essaie de résumer hein, pour que pour que ce soit un peu clair. Il y a une classe bourgeoise qui a à peu près les mêmes aspirations, qui est de dépasser la féodalité, mais qui n'a pas les mêmes contraintes dans tous les pays, et donc bah, développe pas les mêmes états d'esprit, parce que elle a besoin d'un certain état d'esprit pour arriver à se développer dans son pays, quoi. Exactement. Donc là, on touche vraiment au cœur on est vraiment là dans. Alors, on n'a pas encore vraiment parlé du matériel dialectique, mais on en fait depuis le début. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça la clé de la discussion là. C'est vrai. Là, c'est de considérer justement, et on citera Marx tout à l'heure, mais donc là, on a voilà le développement de la pensée matérialiste, on l'a vu, de ses expressions, et puis à la fin, pour finir, on a le développement de la pensée dialectique, donc chez Hegel. Le développement de la dialectique, il a aussi des sources historiques lisibles. Euh, donc on a, comme je disais, une bourgeoisie allemande qui est coincée, qui ne peut pas atteindre la révolution comme l'ont fait les bourgeoisies anglaises et françaises. Et donc on a une pensée idéaliste qui atteint et qui redevient même dualiste et transcendantale, alors, on définira hein, peut-être les catégories, mais qui atteint son sommet avec Kant. Hegel considère que la vision de Kant est concrète et efficiente, mais en même temps, il vit, lui, après Kant, euh, là où Kant, justement, va voir la Révolution française comme le fait que bah, c'est quelque chose qui se passe à l'extérieur et qui ne peut pas arriver au sein de sa société à lui, que Hegel, qui considère que Kant a raison sur l'impossibilité de la bourgeoisie allemande de prendre la société et de dépasser la société allemande, le féodalisme allemand, voit quand même l'arrivée de la bourgeoisie au pouvoir de l'extérieur via les campagnes napoléoniennes. Et là, c'est là où justement la dialectique de Hegel commence à prendre sens, parce que Hegel justement va dire, voilà, qui, alors il y a un idéalisme chez Hegel, ce qui doit arriver arrive, donc c'est très téléologique. Donc l'impossibilité de la bourgeoisie allemande trouve en face une contradiction, c'est la surpossibilité de la bourgeoisie française, et de quelque chose qui apparaît comme oppositionnel, c'est-à-dire la guerre entre les Allemands et les Français. Finalement, on a une synthèse, un dépassement de ces deux contradictions qui vont justement vers le meilleur, c'est-à-dire vers l'avènement de la société bourgeoise en Allemagne. Donc la pensée dialectique, c'est vraiment la pensée donc ça reste une pensée de la totalité, qui considère qu'à l'intérieur des systèmes, deux forces contradictoires ne le sont que d'un aspect, mais d'un aspect plus large, elles deviennent des forces d'un tout plus grand. La pensée de la dialectique, c'est vraiment une pensée, une anti-pensée de l'absurde chez Hegel. Je ne sais pas si vous avez en tête ce que c'est la pensée de l'absurde. Hegel n'a pas pu écrire contre ça, parce que c'est une pensée qui a 100 ans, qui est 100 ans postérieure après Hegel, l'existentialisme, etc. Mais chez Hegel, il y a une affirmation dans la dialectique que tout ce qui apparaît comme contradictoire, comme bouché, comme impossible, finira par arriver parce que les forces de contradiction mènent toujours
Alors, chez Hegel, voilà, c'est très idéaliste, à l'esprit absolu, la raison, la liberté. Donc, l'esprit absolu, le sens de l'esprit absolu, c'est la liberté chez Hegel. Ça, c'est extrêmement idéaliste. Tout mène à ça. Et ni de l'intérieur ni de l'extérieur, ce sont des forces contradictoires qui, en apparaissant contradictoires, finalement résolvent un problème, vont vers le dépassement. Et donc, c'est Lao Fei-Boung. C'est un concept très important qui est peu traduisible en français, qui est ce qu'on appelle la conservation dépassement, quand on veut essayer d'accoler deux mots, ou le fait de subsumer. C'est l'idée de on atteint un stade où euh, euh, les choses qui étaient là sont encore là, mais ne sont plus là en tant qu'être précédent. Elles ont été dépassées par elles-mêmes. Donc c'est un peu une vision complexe. Mais voilà, c'est vraiment une pensée, c'est vraiment une pensée sur laquelle Marx va être extrêmement inspiré, parce qu'il va dire, voilà, c'est vraiment une pensée du sens. Donc la dialectique va s'opposer à une pensée euh, euh, qui peut se développer dans les périodes critiques, etc., qui vont être des pensées du nihilisme ou de l'absurde ou de l'impossibilité ou même du romantisme. Non, la pensée dialectique, c'est vraiment une pensée révolutionnaire parce que c'est une pensée qui trouve toujours les ressorts à l'intérieur d'une situation pour pouvoir la transformer. C'est pour ça que la pensée dialectique revient toujours dans les périodes révolutionnaires. Euh, c'est vraiment le moment où malgré qu'une situation pouvait apparaître comme impossible, indépassable, eh bien, il y a toujours les possibilités, dans cette situation concrète, de trouver les possibilités de faire sens et de dépasser les contradictions. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis. J'aimerais bien que tu reviennes un peu là-dessus déjà parce que comme on s'est déconnecté, il y a des gens qui n'ont pas tout suivi. Et aussi parce que j'avais jamais entendu cette explication sur Hegel. Tu vois, Hegel, je l'associais un peu plus de manière vulgaire à la post-révolution française. Et toi, tu l'associes vraiment aux guerres napoléoniennes. Et c'est vrai que chez Hegel, on sait qu'il a une grande admiration pour l'empereur. On sait qu'il a un rapport très très intéressant à Napoléon. Et donc pour toi, c'est au-delà de la Révolution française, c'est le choc entre la bourgeoisie française et qui s'étend sur l'Europe via Napoléon et la bourgeoisie allemande qui n'a pas pu faire la Révolution. C'est ça en fait ce que tu expliques. C'est ça. En fait, Hegel à un moment dit cette phrase, quand l'histoire n'a pas de grands hommes, elle les invente. Alors, la phrase est un peu con-con quand on y réfléchit. Parce que tu te dis, si elle les invente, c'est qu'elle les a. Donc, mais chez Hegel, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, euh, il y a vraiment cette pensée de tout le temps vers l'esprit absolu, vers la liberté, etc. Et d'une situation qu'un penseur critique, et là on est chez Kant, hein. Le penseur de la critique, c'est Kant. Qu'un penseur critique va voir comme indépassable, euh, euh, fini, même morose, et d'ailleurs Kant c'est vraiment un gars austère, etc. Euh, euh, et chez Hegel, ben, il y a cette force de l'histoire, la dialectique justement, qui dit, eh ben non, il est en gestation des forces oppositionnelles à ce qui paraît comme total cohérent. Alors ça doit nous donner de la ressource. Dites-vous bien, hein, quand Marx va chercher Hegel dans sa pensée, euh, il est en pleine situation révolutionnaire. On est en 1848, on est au moment du manifeste, on est au niveau du printemps des peuples. C'est pas par hasard si Marx intègre la dialectique à sa pensée critique émergente de sa jeunesse, etc., dans son système. C'est justement parce que d'une société qui semblait être l'avènement complet de la bourgeoisie, ben, émerge à l'intérieur la contradiction ouvrière et les possibilités juste de dépassement de l'unité de la bourgeoisie et de ces contradictions qui commencent à apparaître. Donc, et comme je le disais ensuite, à la fin du 19e siècle, la situation va se retrouver un peu plus bouchée, beaucoup moins révolutionnaire.
Donc la pensée dialectique, elle va disparaître petit à petit pour une pensée beaucoup plus structuraliste, beaucoup plus qui même revient vers la critique, vers un matérialisme non dialectique. C'est là où ce qui est très intéressant, on parle de matérialisme dialectique, mais il faut bien savoir que dans l'histoire du marxisme, on a tout un tas de marxistes qui ont été orientés vers le matérialisme euh, en délaissant la dialectique. Et puis on a même des penseurs qui sont trop dialecticiens et qui en deviennent presque idéalistes parce qu'ils oublient les rapports concrets. Donc, donc voilà, donc ça voilà les deux, on va dire les deux jambes. Cathédrale osseuse prendra la référence, ou les gens qui connaissent pas. Voilà, les deux jambes, comment naissent les deux jambes du matérialisme dialectique. Le matérialisme d'abord, la pensée bourgeoise euh, de l'emprise de l'homme rationnel sur le monde. Donc la pensée de l'unité de la matière et de la primauté de la matière sur le reste. Et ensuite, la pensée de la contradiction et du développement des forces productives par la contradiction. Mais il y a Magne, là, qui demande c'est quoi du matérialisme non dialectique? Tu peux en donner des exemples. Je pense qu'il parle de marxisme. Du matérialisme marxiste non dialectique, c'est quoi? C'est Althusser, j'imagine? Alors C'est voilà, du Plekhanov, tu matérialisme non disais aussi? dialectique, c'est celui qu'on vient de dire avant, et puis on a du matérialisme marxiste non dialectique. Alors on va le voir après parce que attention. euh, Spoiler. euh, non, parce que justement, la dialectique dans le marxisme, bah, justement, c'est une vision du monde bien claire, etc. Voilà, ce qu'on appelle le matérialisme non dialectique dans le marxisme, ça va être le matérialisme mécaniste. C'est-à-dire surdéterminé, où les contradictions ne sont plus des jeux de systèmes qui s'auto-engendrent et se génèrent et dégénèrent, mais sont des catégories, des lois fondamentales, initiales, compréhensibles de l'extérieur. Donc c'est là où on avait notre discussion sur le déterminisme avant. Euh, Marx dit, alors attendez, j'ai bossé un peu, j'ai un peu repris des citations. Euh, Marx dit à un moment dans le dans le pardon, dans le 18 Brumaire, les hommes font leur histoire, mais ils ne la font pas de leur propre mouvement, ni par des conditions choisies par eux seuls. Donc là, on est sur un matérialisme, même un déterminisme sociologique, etc. Mais bien dans des conditions. Voilà. Non pas dans des déterminations, dans des conditions qu'ils trouvent directement et qui leur sont données et transmises. Donc voilà la position du matérialisme dialectique. On a une pensée sociologique déterministe qui pourrait s'arrêter à la première, à dire les hommes ne font pas leur histoire par leur propre mouvement. Un peu Ça, ce que on je aurait une reproche moi à pensée. Bégodeau, par exemple, tu vois, d'être Voilà, extrêmement ultra déterministe, structuraliste. tout à fait, Bégodeau est là-dedans. Euh, et puis on pourrait avoir à l'inverse qui est l'idéalisme en disant ils font leur histoire, parce que c'est la première proposition. Ça, c'est le libertarien, ça. Euh, voilà, exactement. Et non, Marx nous dit ils la font, mais dans des conditions qu'ils trouvent précédentes à eux-mêmes. Et c'est là où on retrouve l'opposition entre la possibilité et la possibilité et comment dire et la détermination. Il y a des conditions transmises, préexistantes, matérielles, et on va voir ce que ça veut dire matériel chez Marx. Ça ne veut pas dire la matière. Et euh, à partir de là, il y a des possibilités. Et cette dialectique entre les volontés humaines, c'est-à-dire les structures mentales, les visions du monde qu'on vient de décrire, qui ne sont pas le reflet des possibilités concrètes, mais qui sont des aspirations à partir de ces possibilités, et ben la contradiction entre l'aspiration des sujets, alors pas les sujets individuels, les sujets collectifs, et chez Marx, le sujet collectif privilégié, c'est la classe, la contradiction entre la vision du monde d'une classe et les conditions qui se trouvent face à cette vision du monde, c'est l'essence du moteur historique et du matérialisme dialectique. Voilà ce que c'est la dialectique. C'est toujours faire
l'inventaire entre les conditions matérielles préexistantes et les possibilités et les visions du monde qui se développent à partir de cette matière. Donc, un matérialisme mécaniste dirait, euh, dirait que toutes les visions du monde, et ça c'est vraiment ce que Marx n'a jamais dit, hein, c'est vraiment des réinterprétations, euh, la superstructure, l'idéologie, etc., ne sont que des reflets des rapports sociaux. Donc ça veut dire qu'il y a une cohérence totale et une unité totale entre la superstructure et l'infrastructure. Et puis un idéalisme, voilà, l'idéalisme euh, objectif, va dire, bah non, ok, il y a de la matière, il y a des machins, mais on peut créer toutes les idées possibles et imaginables à partir de ça. Il n'y a pas de limitation à la pensée ou à la production intellectuelle, juridique, etc., qui naît des rapports matériels. Je sais pas si c'est clair, parce que ça, c'est vraiment fondamental, en fait. Non, moi Et je trouve ça clair, je sais pas si le chat trouve ça clair, mais il y a quelqu'un qui dit en gros Sartre a raison. Alors moi je suis pas un grand connaisseur de Sartre. Pour tout vous dire, je pas suis un vraiment. connaisseur de la critique de Kluskar de Sartre. Et donc du coup je pense que je suis extrêmement biaisé sur Sartre. Mais je sais pas si toi tu connais bien Sartre, si tu peux répondre à ça ou pas. Ouais, je Il parle connais de la ça. critique de la raison dialectique. Alors, la critique de la raison dialectique, c'est pas un ouvrage marxiste, c'est un ouvrage qui répond au marxisme. Euh, donc, qui ne fait. Le problème de Sartre, c'est que toute sa vie, il n'intégrera pas à son système une catégorie fondamentale du marxisme dialectique, du matérialisme dialectique. On peut l'appeler marxisme dialectique si on veut. Qui est le sujet collectif. Chez Sartre, le sujet de l'histoire, c'est toujours un individu. Même jusqu'à la critique de la raison dialectique, les sujets de l'histoire, et l'histoire est toujours faite à partir du sujet collectif, du sujet individuel. Là où justement, Marx, et dès le début, et dès 1848, le manifeste, etc., le dit, le moteur de l'histoire, c'est la lutte des classes. Alors c'est une phrase ultra connue, mais qui intègre derrière toute la pensée. Le Euh, chat est en sueur, ils disent oui, c'est un ouvrage marxiste parce qu'il dit que dans l'ouvrage que le marxisme est l'horizon indépassable de notre temps. Mais c'est pas pour autant que c'est un ouvrage marxiste, c'est pas parce qu'il dit ça que c'est vrai. Enfin, oui, je alors trouve ça marrant comme argument. il dit le marxisme est l'horizon indépassable de notre temps. Sartre, c'est pas pour se soumettre au marxisme. C'est que justement Sartre, dans la critique de la raison dialectique, essaye de montrer que la période elle-même privilégie au marxisme. Mais justement, la critique de la raison dialectique, eh bien, quand vous entendez critique, il faut entendre limite. Critique, dans le monde philosophique, ça veut dire les limites. Quand Sartre le fait, justement, écrit critique de la raison dialectique, il n'écrit pas pour la raison dialectique ou supériorité de la raison dialectique, il écrit critique. C'est-à-dire que ce qu'essaye de faire Sartre dans Critique de la raison dialectique, c'est de montrer les limites de la raison dialectique et du marxisme, en disant euh, euh, voilà, c'est l'horizon indépassable de notre temps, pour des raisons historiques, etc. Mais elle est limitée sur tout un tas de plans. Et là, il faut revenir à Sartre, sur le plan de la liberté individuelle, etc. Donc c'est pas du tout un hommage, hein, quand il dit c'est l'horizon indépassable de notre temps. Faut vraiment pas le voir comme ça, hein. Bon, il y a des gens qui disent revenons à l'explication précédente. C'est vrai que là on s'égare peut-être, mais c'était intéressant comme explication. Du coup, là tu nous as expliqué. Tu nous as expliqué au final ce qu'était le matérialisme dialectique, là. Avec la Alors, différence entre les aspirations que peuvent avoir des sujets collectifs précis, par exemple la bourgeoisie de robe, par exemple, j'en sais rien, moi, les ouvriers anglais à tel moment, c'est-à-dire qu'ils ont des conditions matérielles d'existence qui font qu'ils ont certaines possibilités, donc ils peuvent avoir des aspirations par rapport à ça, mais il y a un décalage entre les conditions matérielles et les aspirations qu'ils vont avoir, donc il y a une tension en fait, c'est ça en fait. exactement. Euh, les sujets collectifs développent des visions du monde qui sont conditionnées par leur rapport matériel. Et c'est là où je vais refaire une précision. Qui sont conditionnés par leur rapport matériel, mais qui ne sont pas le reflet de ces derniers. Et à partir de là, se développe une contradiction, parce que de la même manière qu'on pourrait dire, euh, oui, mais Einstein en physique, je vais faire une analogie, ça marche pas forcément, mais je vais vous donner une idée.
Einstein va dire E égale mc2, donc l'énergie peut se transformer en matière et inversement. Toute énergie équivaut à la matière, toute matière équivaut à l'énergie. Ce qui ne veut pas dire que l'énergie est le reflet complet de la matière ou est identique à la matière. Le fait qu'il y ait de l'énergie de l'énergie dans l'univers et de la matière dans l'univers crée des contradictions entre ces deux états. Ces deux états ont leur autonomie, ont une certaine autonomie. Ils ont un rapport entre les deux, mais ils ont une certaine autonomie. Pour le matérialisme dialectique, c'est la même chose. Entre les structures mentales, les visions du monde, les consciences de classe, hein, quand on dit vision du monde ou vision des sujets collectifs, c'est ce qu'on appelle plus vulgairement les consciences de classe. Entre ces consciences de classe-là et la réalité matérielle, il y a un écart. Cet écart-là crée la contradiction et crée la source du développement productif. Donc là, Marx le dit lui-même. Hein. Donc je ne sais pas si tout le monde connaît la citation, mais on va la lire et puis ce sera intéressant. Donc Marx nous dit, donc dans cette superbe contribution à la critique de l'économie politique en 1859, vous notez, vous aurez une interro au bout des 3 épisodes. Donc, le changement de base économique bouleverse plus ou moins lentement ou rapidement toute la formidable superstructure. Voilà. Lorsqu'on étudie ces bouleversements, il faut toujours distinguer entre le bouleversement matériel, constaté avec une précision propre aux sciences naturelles des conditions économiques de la production, et les formes juridiques, politiques et religieuses. Bref, les formes idéologiques dans lesquelles les hommes conçoivent ce conflit et le combattent. De même qu'on ne peut juger un individu sur l'idée qu'il a de lui-même. Vous comprenez cette phrase-là? Cette phrase-là est fondamentale. On ne peut juger une semblable époque de bouleversement sur sa conscience. Il faut expliquer cette conscience par les contradictions de la vie matérielle, par le conflit qui oppose les forces productives de la société et les rapports de production. Donc les forces productives, c'est les sujets, et les rapports, c'est l'écart entre eux. Entre l'idée que vous vous faites de vous-même et ce que vous êtes, c'est l'analogie dite par Marx, il y a un écart. Et cet écart crée toutes vos actions. C'est-à-dire que vous n'agissez pas en tant que produit de vos déterminations, vous agissez toujours entre que vous êtes et ce que vous aspirez à être. Eh bien, les sujets, l'idée que vous vous faites de vous-même, entre cet écart-là est producteur de l'action. À l'échelle individuelle, à l'échelle collective, c'est la même chose. Et c'est ce que Marx nous dit à ce moment-là. Il nous dit justement, voilà la matière, le moteur de l'histoire. Je vais te stopper là parce qu'il y a quelqu'un qui dit un truc dans le chat et on peut rebondir un peu par rapport à ça. Il dit punaise, mais les gens ne se voient pas seulement en fonction de leur classe sociale. Et ça, je pense, du coup, tu peux expliquer un peu, mais c'est une incompréhension du sujet collectif. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes dans le sujet collectif ont les mêmes aspirations. C'est pas, tous les individus ne l'ont pas, par contre, le sujet collectif là. Voilà, c'est ça. Alors, justement, quand je vous dis ça, hein, ça ne veut pas dire que les gens se voient à leur classe sociale. Ce qui fait les sujets collectifs, c'est une identité de rapport dans les rapports de production. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au sein de la bourgeoisie, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir différentes visions des choses, etc. Mais dans le rapport de production, on retrouve une homogénéité et un rapport normal au reste des autres classes, indépendamment de toutes les idéologies et de tous les écarts que tu viens de dire, Padurin. On pourrait peut-être prendre un exemple concret, non? Par exemple, je sais pas. Et ben par exemple, alors justement, donc il y a la catégorie de la conscience, et donc donc ça, on a la conscience possible. Voilà. La vision du monde de la bourgeoisie, c'est d'asseoir c'est l'accumulation du capital, et puis c'est les règles philosophiques qui vont avec, la liberté, l'égalité, etc. L'égalité juridique, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc ça, c'est la vision du monde bourgeois. Il n'y a pas de bourgeois qui remettent en cause la conscience possible de la bourgeoisie, c'est celle-là. Ensuite, il va y avoir plein d'écarts.
Est-ce qu'il faut d'abord faire plus d'égalité que de liberté, plus de liberté que d'égalité? Donc là, vous allez retrouver les débats intra-bourgeois, gauche, droite, etc., qui vont dire il faut d'abord privilégier la liberté pour pouvoir produire plus de richesses et donc pour pouvoir redistribuer l'égalité. Donc là, vous allez avoir la bourgeoisie de droite, mais vous voyez que aucune de ces deux valeurs fondamentales de la bourgeoisie n'est remise en question. Puis après, on va avoir une autre bourgeoisie qui va dire il faut d'abord de l'égalité, comme ça permettra la liberté de tous. Mais encore une fois, rien n'est remis en question à ce niveau de. Voilà. Il n'y a pas de parti bourgeois qui est pour l'abolition du, de la propriété privée des moyens de production. Au niveau bourgeois, mais je pense Et que tu devrais juste dire pour rassurer cette personne que tu peux avoir un individu bourgeois, comme par exemple Friedrich Engels, qui lui va à l'encontre de sa classe. Mais à ce moment-là, il va jamais être reconnu comme étant l'intellectuel de la bourgeoisie, il va jamais être reconnu comme étant l'intellectuel d'un parti bourgeois. voilà. Alors, attention. Déjà, il faut voir les rapports que Engels et Marx ont. Mais il peut y avoir des écarts. Après, il peut y avoir des écarts. Il peut y avoir à un moment donné. Mais d'ailleurs, il faudrait aussi mesurer ce que l'aspect bourgeois de Engels a fait au marxisme. Là, je vais pas me faire que des amis, mais, mais Oh. c'est un sujet intéressant. Mais il peut y avoir des individus qui, justement, un individu, par définition, est mu par tout un tas de structures, pas simplement des structures, pas simplement des structures de classe, mais des structures de genre, de race, une histoire familiale, une histoire affective, etc., qui font que, à l'échelle d'un individu, c'est impossible d'anticiper un comportement, on va dire, normal, de savoir quel, on va dire, aspect de sa personnalité va prendre le dessus pour voter un tel ou un tel. Il n'empêche, il n'empêche qu'il est impossible de voir un bourgeois euh, vaquer à ses affaires bourgeois au quotidien et aller voter pour l'abolition de la socialisation des moyens de production. Bah, ça On peut parle bien de arriver quand même. bourgeois Tu peux au en avoir sens un. capitaliste. Hein. Voilà. Tu peux en Ça, avoir un ou c'est deux quand même. impossible. Alors voilà, Tu il y peux en en a avoir un des ou gens. deux. Oui, voilà, il y en a un ou deux, mais il y Il y en a en a quand un même. ou Tu peux en deux, avoir. mais c'est ok. Il y en a un ou deux, on est d'accord. Je suis d'accord. Mais à l'échelle de l'histoire, c'est tellement peu probable, voilà, on va dire pas impossible, on va dire peu probable que ça ne fait pas sens historiquement. Oui, Il bah c'est le principe de faut la pas sociologie. attendre, La de quoi? sociologie, elle permet pas de prédire le comportement des individus, elle permet de prédire le comportement de certaines catégories. Je peux te dire combien de pourcentage d'hommes de plus de 65 ans, je sais pas, sont des agresseurs sexuels. C'est possible de s'intéresser à ça. Par contre, je peux pas te dire qui dans ces individus-là va être un agresseur Exactement, sexuel ou pas. On s'intéresse en fait à exactement, des c'est catégories de exactement ce population. qu'on dit là, c'est que justement les structures significatives, c'est-à-dire qui vont permettre de voir quelles sont les grandes structures et les grandes dynamiques de nos sociétés. Et ce que dit Marx, c'est que dans nos sociétés modernes post-féodales, c'est la classe, nous permettent d'anticiper, enfin de connaître le mouvement de l'histoire et de l'anticiper exactement pour ces raisons-là. Euh, Parce que ton exemple, il est très bien. Euh, c'est impossible de savoir si, tiens, dans le chat, je prends au hasard, je peux pas prédire si Cathédrale au Sol, il va se marier dans l'année ou n'importe lequel de nos fidèles va se marier dans l'année. En revanche, n'importe quel sociologue un peu basique va pouvoir dire, bah, il va se passer l'année prochaine à peu près 230 000 mariages, parce que statistiquement, il y en avait 228 000 l'année dernière, il y en avait 234 000 l'année d'avant, donc on va tourner autour de 230 000 et ça va tomber juste. Voilà, parce que à un moment donné, la structure familiale, la structure de mise en couple dans la société est une structure encore très importante et hégémonique. Donc, on peut, en se concentrant sur cette structure, anticiper un comportement massif des individus là-dessus. Ouais, je crois que là, ça devient quand même de plus en plus clair par rapport à tout ça pour les gens. Alors, où est-ce qu'on en est dans le plan? Est-ce qu'on a d'autres choses par rapport à ça? Tu nous avais lu un texte de Marx. Je sais pas si tu avais fini le texte de Marx. Alors,
Donc on était sur le texte de Marx. On prend les notes. Donc, On apprend dans le chat que Cathédrale Osseuse est déjà mariée, donc que ton analyse tombe à l'eau et qu'il se désabonne. merde. Bah tu divorces et puis tu reviens. Donc, on continue. Donc voilà, je finis, hein, mais on la relira cette citation parce que c'est vraiment, je vous invite à la lire. Peut-être on pourra la copier ou je sais pas. Ah, le Mais type qui donc, se paluche sur la citation, on la relira parce qu'elle est vraiment ouais, très mais très bien. c'est vraiment la phrase la plus fine. En plus, elle est au milieu de la vie de Marx. Elle est juste un peu avant le Capital. Voilà, donc c'est intéressant. Donc, je la relis, hein. Je reprends. Dans la production sociale de leur existence, les hommes entrent en des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté. Ça, c'est les rapports matériels. Ces rapports de production qui correspondent à un degré de développement donné de leur force productive matérielle. L'ensemble de ces rapports de production constitue la structure économique de la société. Euh, Chez Marx, en allemand, c'est pas la structure, c'est la base. Il appelle ça plus la base que la structure. Il faut le savoir, hein, parce qu'on est aussi influencé par les traductions. Donc il redit, la base réelle sur quoi s'élève une superstructure juridique et politique, et à laquelle correspondent des formes de des formes de conscience sociale et déterminées. Donc là, pour l'instant, on peut être dans une forme de déterminisme mécaniste qui dit voilà, il y a des rapports sociaux et les hommes sont insérés dedans et les structures juridiques sont le reflet et l'équilibre euh, de ces rapports sociaux. C'est là que ça va commencer à déconner. Le mode de production de vie matérielle conditionne le processus de vie sociale, politique, intellectuelle en général. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, c'est au contraire leur existence sociale qui détermine leur conscience. On continue là-dedans. Donc là, on vient de voir le matérialisme. Et là, si on s'arrête à ça, on est dans le matérialisme mécaniste, ou la sociologie déterministe bourgeoise. Que dit Marx maintenant? Et là, il fait rentrer la dialectique. À un certain degré de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en contradiction avec les rapports de production existants. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des classes qui se développent, les forces productives, c'est ça, et qui rentrent en contradiction avec les rapports de production, avec les idéologies hégémoniques de l'époque. Les idéologies juridiques, politiques, hein. Ou ce qui n'en est que l'expression, il le dit, hein, il le précise, ou ce qui n'en est que l'expression juridique avec les rapports de propriété au sein duquel elles étaient mues jusqu'alors. Ce que dit Marx là, c'est ça. Il y a un moment où ça s'écarte. Deux formes de développement des forces productives qu'ils étaient, deux formes de développement des forces productives qu'ils étaient, cette superstructure, ces rapports deviennent des entraves pour ces forces. Alors s'ouvre une époque de révolution sociale. Le changement de base économique bouleverse, on l'a redit, plus ou moins lentement, etc. Voilà. Voilà comment Marx, en un texte, nous donne l'aspect matérialiste et l'aspect dialectique. Si vous prenez euh, euh, que la première partie, vous pouvez sortir de Marx un matérialiste ultra mécaniste. Bah, regardez, en fait, Marx va dire oui, ça fonctionne, ça. Ça fonctionne dans les périodes ultra efficientes de domination bourgeoise. Donc ça veut dire que ça va fonctionner à la fin du 19e siècle, quand la bourgeoisie est ultra hégémonique, quand elle n'entre pas, enfin, un peu avant la fin, vers les années 1870, 1880, quand elle n'est pas en crise, etc. Bah là, effectivement, on est dans des périodes où c'est extrêmement mécaniste et tout marche bien. L'idéologie, les rapports sociaux, tout est cohérent. Et puis, à un autre moment, il y a des moments où ben, les forces productives, un sujet collectif de ces forces productives commence à se développer, comme un cancer un peu. Et, et c'est un processus de cellules et il commence à justement à entraver le système. Et de là, justement, il rentre en contradiction avec un système pour lequel il était fait au départ. Et ça, c'est les périodes, Marx le dit lui-même, de révolution sociale. Et là, il intègre la dialectique.
Donc si vous prenez que la première partie, vous avez du matérialisme mécaniste. Si vous prenez que la seconde, vous avez de la pensée idéaliste, de la transformation totale, constante, qu'on pourra retrouver à un moment donné chez Foucault, dans la succession des épistémés. Alors si vous voulez lire ça, que ça vous fait plaisir, vous lisez Foucault, Les mots et les choses. La succession des épistémés chez Foucault, il n'y a aucun sens, aucune nécessité, aucune cohérence. Elle se succède comme ça, donc c'est de la transformation euh, permanente. Voilà. Donc ça, c'est si vous prenez que la deuxième partie. Et puis, si vous prenez que la partie. Et en fait, l'essence du matérialisme dialectique, c'est toujours d'avoir euh, les deux jambes ensemble. Tu pourrais nous faire un exemple concret, peut-être avec la bourgeoisie. La bourgeoisie sous l'Ancien Je l'ai Régime. dit. Quelles Donc, sont voilà. ses conditions? Quelles sont ses... Enfin, voilà, vous nous expliquez la différence entre le Alors, matérialisme de la bourgeoisie et la dialectique de la bourgeoisie. Tu vas reprendre cette on va citation faire avec la bourgeoisie. voilà. Donc la bourgeoisie, je vais prendre la bourgeoisie française. Hein. Oui. Donc la bourgeoisie française, on va appliquer ça. Donc la bourgeoisie française, elle naît, on va dire, allez, 11e siècle, 10-11e siècle. Donc c'est des anciens serfs, etc., qui s'affranchissent du servage et qui deviennent libres, à l'époque, ne plus être travailleurs libres, etc. Donc, qui vont travailler de leur propre capital, qui ne vont plus rentrer dans les rapports de domination symbolique féodaux, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus être dans les rapports de servage et qui vont travailler librement, d'abord en tant que commerçants. Alors là, on va essayer d'aller plus loin parce que Bégodeau répète H24. D'abord, les bourgeois, c'est des commerçants. Vous allez voir que c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, effectivement, au départ, c'est des commerçants, des artisans aussi. Donc, c'est pas forcément que des marchands. Hein. C'est aussi des gens qui produisent des choses concrètes. D'où, justement, la liaison entre la bourgeoisie et la petite bourgeoisie. Et les deux, voilà, la grande bourgeoisie n'est qu'une petite bourgeoisie surdéveloppée. Voilà, donc elle apparaît au XIe siècle. Déjà au XIVe siècle, elle entre en révolution, elle entre dans un processus euh, on va dire, d'opposition avec l'ordre dans son développement. Donc 200 ans plus tard, elle rentre en conflit avec les structures féodales. Si ça vous intéresse vraiment, vous vous renseignez sur les États généraux de 1345. Allez voir sur Wiki que je dise pas de conneries, mais j'ai plus forcément les dates en tête. Et par exemple, un penseur fondamental de la bourgeoisie en développement qui était Étienne Marcel. Si vous lisez Étienne Marcel, sa position de l'époque, un des plus grands bourgeois de l'époque avec son développement, etc., dès le XIVe siècle, il propose une société plus égalitaire, plus libérale, etc. Exactement ce que sera 400 ans plus tard les idéaux des Lumières. Il est trop en avance. À l'époque, la bourgeoisie est encore en gestation, elle naît, elle prospère, elle n'est déjà plus la bourgeoisie du XIe siècle, elle a déjà pris beaucoup plus de place, mais la société féodale est encore trop puissante pour qu'elle puisse s'insérer et rééquilibrer on va dire, le modèle politique. Néanmoins, son apparition, et là c'est très intéressant, va déstructurer le système féodal. Ce qu'on oublie de dire entre le féodalisme qu'on s'imagine du Moyen-Âge, les baronnies, les duchés, les seigneuries, etc., il n'a pas été renversé par la Révolution française. Il a d'abord été renversé par la monarchie absolue. Qu'est-ce qui va se passer? L'opposition des gens du bourg, les bourgeois, les libéraux, etc., va se faire d'abord aussi à l'intérieur même des anciennes féodalités. La monarchie de l'époque va s'appuyer sur cette nouvelle classe pour renverser et prospérer et prendre cette forme absolue et dominatrice sur le monde. Il faut se dire qu'au XIe siècle, au XIVe siècle, le terrain du roi, c'est tout petit, c'est déjà plus grand au XIVe siècle qu'au XIe siècle, mais c'est beaucoup moins puissant que la Bourgogne, que le Nord, etc. Donc petit à petit, donc, on va avoir
deux classes ascendantes, enfin deux sujets collectifs ascendants. La bourgeoisie, qui rentre même en conflit avec les structures de l'époque, avec Étienne Marcel et les États généraux de 1345. 1357, hein, je crois. Pardon? 1356 ou 57, ils mettent 1300, sur voilà. le truc. 1300, j'ai dû inverser entre les deux, c'est 1350. Et donc voilà. C'est pour ça que je vous ai précisé, parce que Oui, on s'en fout. des fois, je suis pas une encyclopédie non plus. Et donc, elle rentre en conflit. Et donc, deux classes ascendantes, deux sujets collectifs ascendants, le pouvoir du roi de France et la bourgeoisie vont elles-mêmes s'allier à partir du 14-15e siècle pour détruire un sujet en crise que sont les anciennes seigneuries. Les anciennes, voilà, les anciennes seigneuries féodales. À partir du XVIIe siècle, c'est l'apogée sous Louis XIV. Il y aura un épisode très connu qui est la Fronde. Les seigneuries et la féodalité telle qu'on l'a connue, c'est-à-dire d'équilibre, etc., est complètement réduite à néant. Et on a une aristocratie complètement soumise au roi de France, une monarchie totalement absolue, et une classe bourgeoise intégrée à ce système, et intégrée pas par n'importe quelle structure, une structure qui est en train de naître, qui s'appelle l'État. Donc l'État, quand on dit que l'État est l'arme de la bourgeoisie dans le marxisme, c'est fondamental. Qu'est-ce que fera qu'est-ce qui permettra à la monarchie, au roi de France de supplanter les systèmes euh, productifs et efficients des anciennes seigneuries féodales? C'est justement la mise en place de la monarchie absolue et de l'État. Euh, et cet État-là va être confié à la bourgeoisie. Donc, la bourgeoisie n'est pas simplement bourgeoisie et commerçants. Et là, elle va rentrer justement dans un processus d'intégration à la monarchie absolue. Elle va hériter de charges. Alors, je n'ai pas parlé de l'édit de la Paulette, etc. Mais toute la pensée bourgeoise de l'époque, etc., s'intègre à l'État, en bénéficie, en tire même une forme de noblesse. Ça va être la noblesse de robe. Et cette nouvelle noblesse issue de la bourgeoisie s'intègre à l'État et construit son pouvoir politique en plus de son pouvoir économique, hein, de marchand, etc. Parce qu'en parallèle, elle va profiter aussi d'un effet très important qui est la colonisation, hein, pendant cette période-là. Et donc, elle va être tenant de deux systèmes. Le système interne qui est l'État, qui est en train, sur lequel elle a la main et qui est, on va dire, la main administrative de la monarchie absolue. Et là, vous allez voir, par exemple, on parlait de sujets de production intellectuelle. Vous avez qui sont les penseurs de la monarchie absolue et qui considèrent que la monarchie absolue est un bienfait. Eh ben, c'est la pensée bourgeoise. Vous avez en Angleterre, le plus connu, c'est Hobbes. Donc c'est ça le Léviathan. C'est défendre la monarchie absolue, absolument, sans mauvais jeu de mots, contre le règne de l'arbitraire, etc., qui était justement la féodalité. Et en France, vous avez Jean Baudin. Je ne sais pas si vous voyez, les 5 livres sur la souveraineté, les souverainistes adorent ça, etc. Mais c'est le penseur bourgeois le plus incompris, Jean Baudin. Et justement, il écrit ses livres, les 5 livres de la République, la souveraineté, et il considère la souveraineté, etc. Et il affirme la nécessité de la monarchie absolue. Donc c'est la bourgeoisie qui légitime la force de l'État, la souveraineté de l'État, le monarque absolu à cette époque-là, justement pour maintenir elle-même son pouvoir, sa rente et sa position politique. Parce qu'il faut toujours avoir une position économique et une position politique. Donc vous voyez comme là, on a un sujet collectif qui n'existe pas 500 ans avant, qui se développe, qui rentre en opposition, qui finalement s'intègre et supplante son ancien ennemi, qui est la seigneurie féodale, et à la fin, elle va même supplanter complètement son allié, qui était la monarchie absolue, en prenant le pouvoir en 1789. Et par là, euh, elle va transformer
sa position et elle va passer par plusieurs étapes de construction intellectuelle, etc. Position a dit position, là, elle a transformé sa position. Alors juste, c'est pas une blague, mais position, ça vient de, on a choisi nous ce concept-là, position, pour deux grandes catégories marxistes, qui sont la guerre de position de Gramsci, c'est un peu bateau, et aussi parce que c'était une phrase de marxiste de s'insulter à l'époque et de dire vous avez les positions de vos positions, et ça c'est le côté mécanique. Donc si on s'appelle position, c'est vraiment en référence à ça. Mais du coup, oui. En vrai, c'est super développement, mais du coup, on en a peut-être oublié un peu le début parce que. Bon, moi, je pensais je pensais avoir une réponse simple. Comme d'habitude, j'ai une réponse ultra complète Excuse-moi. sur la différence entre. Tu vois, je te disais, tu avais le texte là sous les yeux de Marx avec les conditions matérielles qui rentrent en contradiction avec les aspirations de quelqu'un. Et là, tu nous as refait du coup tout le parcours de la bourgeoisie, ce qui est très intéressant. Mais Bah on justement, pourrait prendre que la fin si tu je le veux. On reprends, pourrait voilà. prendre que La la fin par rapport bourgeoisie, à ça. donc tout son progrès, tout son opposition, c'est que euh, le fait d'être libre et de travailler de sa propriété à soi et non plus d'être attaché à la propriété d'un seigneur, eh ben, elle a été orientée tout de suite vers des catégories fondamentales de sa vision du monde que sont la propriété. Et ça, la propriété, c'est fondamental dans toute l'histoire de la bourgeoisie. Vous ne pouvez pas trouver de la pensée bourgeoise qui remet en question la propriété privée. Cette propriété, elle a un pendant qui est beaucoup moins explicite, qui est la liberté. Mais effectivement, posséder sa propriété et jouir de sa propriété sous le régime féodal, c'est une liberté. Donc c'est pour ça que le libéralisme est la pensée bourgeoise fondamentale. Et donc on l'a vu, il a des allers-retours avec Étienne Marcel, machin, etc. Voilà. Euh, et in fine, l'égalité. L'égalité juridique. Parce qu'on ne peut pas jouir de sa liberté euh, et de sa propriété de manière pleine et entière s'il y a des privilèges. Donc, vous voyez, la pensée bourgeoise, elle tourne autour de ça. Alors, elle a des développements, etc. Mais C'est marrant ce que tu disais par rapport à secondaire. l'État, parce que tu disais l'État c'est une catégorie bourgeoise, et c'est marrant parce qu'ils entretiennent un rapport très ambivalent à l'État, parce qu'à la fois ils détestent l'État parce que l'État, gna gna gna, ça les prive, ça les prive du marché, de je sais pas quoi, tu vois, l'opposition un peu libertarienne, on en parlait avec notre invité libertarien, tu vois, et à la fois c'est eux qui ont créé l'État, enfin c'est eux qui ont, je sais pas s'ils ont créé l'État, tu vois, mais c'est eux qui se sont investis en premier, dans les premiers dans l'État, et qui ont utilisé l'État dans le sens de leur position, et une fois que l'État va un peu dans le sens de position d'autres, ils sont pour le liquider, quoi. Alors, soyons clairs. À part les libertariens qui sont, comme beaucoup d'autres modes de pensée, des pensées purement abstraites, euh, enfin, qui n'ont pas de sens et qui n'ont pas de réalisation concrète, tous les libéraux savent. Aucun des libéraux ne remet en question l'État. Tous les libéraux n'ont qu'un principe vis-à-vis de l'État, c'est qu'ils ne se mêlent pas des affaires économiques et de la propriété privée. Ce que veut de l'État la bourgeoisie, ça n'est jamais qu'il disparaisse, c'est qu'il soit à sa main. Et quand il est à sa main, ça veut dire qu'il lui fasse la police, mais qu'il lui fasse pas la fiscalité. C'est ça que veut dire. C'est ça la pensée de l'État pour les bourgeois. Donc quand ils disent je ne veux pas d'État, ils disent je ne veux pas d'État qui vient taper dans ma cagnotte. C'est ça qu'ils disent. Mais ils savent très bien que l'État est nécessaire à l'ordre auquel ils aspirent. Donc, euh, on peut trouver les libertariens, et d'ailleurs, c'était intéressant ton libertarien qui devient friotiste. Il n'y a pas une pensée plus étatique que le friotisme, en fait. Donc, Oui, d'ailleurs, c'est marrant, ouais. voilà, ça montre, enfin, je vais être pas gentil, mais ça montre l'immaturité de la pensée libertarienne. C'est-à-dire, le gars, voilà, il écoute 3 podcasts en anglais, et puis bon,
il se fait harceler par sa chef et puis direct il passe au friotisme. C'est-à-dire une pensée sérieuse. Non, non, mais je veux dire, une pensée sérieuse, bon, elle résiste un peu plus, quoi. Tu vois, donc c'est pour ça, voilà, les libertariens. Ouais, après, ça s'est fait en 15 ans, tout ça. Non, Ah, je mais je suis veux mort de dire, rire. enfin, En tu vois. plus, il est dans le chat. Le réel l'a refrappé à nouveau. Non, mais c'est pas méchant, mais enfin, voilà, on en a tous eu voilà, des idées en fait, qui tiennent pas 5 minutes, quoi. Tu vois, c'est donc. Oui, oui, oui. Après, bah après c'est ce que, enfin ça, on en parle souvent ensemble hors live. Mais c'est vrai qu'il était étudiant aussi, tu vois. Les étudiants, ils peuvent tomber dans toutes les conneries Non, mais idéologiques. Ils voient un beau système, ils se disent c'est attends. bien, tu vois. Attends, justement, la position estudiantine, on fera mon parcours un jour, mais j'en ai pensé des conneries, hein, tu vois, mais, et des idéalismes, hein. Mais la pensée estudiantine, c'est justement une pensée qui est tellement dans une phase, euh, on va pas dire en dehors des rapports de production, mais euh, on va dire qui est pas engagée dans les rapports de production. Tu vois, elle est en. C'est très intéressant la position estudiantine parce que et ce qui est encore mieux, c'est la position estudiantine de gens, par exemple, qui vont aller travailler chez Subway ou chez Starbucks le week-end pour payer leurs études d'école de commerce de troisième zone. Tu vois. C'est-à-dire le gars qui est dans un rapport de production ultra prolétarien au quotidien, mais qui se dit putain, faut que je fasse mon diplôme. Ça le motive pour aller faire son Son diplôme bachelor, son master. et demain devenir le manager qui le violente au quotidien. Tu vois. Donc c'est vraiment une pensée, tu vois, c'est vraiment une pensée qui doit gérer des contradictions et des idéalismes assez délirants, tu vois. Alors que effectivement, bon bah voilà, quand tu es entré dans une classe sociale ou même une classe socio-professionnelle, que tu es technicien, que tu as fait un BTS, tu es technicien, bon bah voilà, tu fais de la maintenance, bon, bah, tu t'aspires pas à devenir demain autre chose et donc tu te réalises à travers, tu es plus cohérent quoi, tu te réalises à travers les 40 ans que tu vas devoir subir dans cette couche sociale. Donc, la pensée estudiantine, etc., elle capte des trucs. Voilà. Et puis, bon, bah, à un moment donné, c'est l'émulation, c'est bouillant. Puis bon, à la fin, ça se calme. Voilà. Et la pensée libertarienne, c'est une pensée totalement immature. Enfin, clairement. Euh, moi, si demain le communisme prend le pouvoir, moi, je leur donne un oblast, tu vois. Puis je leur donne un territoire, je dis ah, voilà, l'oblast libertarien, et puis faites votre truc, et puis on va regarder nous, de notre côté. Mais on va voir que ça tient pas 5 minutes, quoi. Donc, voilà. Et ben voilà, on va se mettre les libertariens dans la poche. Vous avez entendu la proposition. Si on arrive à avoir le pouvoir, vous aurez un petit coin de Lozère là pour faire un truc quoi. Ouais, et puis on viendra avec nos enfants, tu vois, nos développements des forces productives, on dit, ah, regardez la réserve de libertariens qu'on a créée, regardez comment ils vivaient avant, ils croyaient à l'individu, et puis regardez, ils échangent leurs petits bouts de papier, de monnaie, ils sont trop marrants, tu vois. Enfin, c'est vraiment une pensée d'enfant, quoi, tu vois. Mais oui, mais en plus, c'est marrant parce que dans le live, pas celui avec l'invité d'hier, avec Coriovision, mais dans le live là avec Bascar contre Bégodeau, Bascar il arrête pas de dire que Bégodeau, au fond, c'est un enfant à qui on n'a pas fait de câlin. Alors que la pensée libertarienne, c'est une pensée extrêmement individualiste, extrêmement capricieuse, j'ai envie de dire. Et c'est vraiment la pensée du désir individuel, quoi. Et donc c'est assez étonnant comme position, je trouve. Bah, c'est une position, alors là, on a parlé du matérialisme dialectique, là. Voilà. Les hommes qui font leur histoire, alors, on en reviendra, mais bon, je pense que là, peut-être pour ce soir, c'est bon, mais sur les catégories après, Oui, on le que fera une sont le prochaine fois. sujet collectif, la conscience possible, la communauté. Dans le marxisme, la communauté, c'est fondamental. C'est pas pour rien que le débouché politique du marxisme, ça s'appelle le communisme. Bon, bah voilà, la pensée libertarienne de considérer que c'est une pensée sans histoire déjà, donc complètement à l'inverse du marxisme. Quand l'histoire vue à travers les libertariens, c'est quoi? C'est des gens qui échangent des trucs.
Il y a des petits gars comme ça, individuels, et ils échangent des trucs toute la journée. Ça n'a aucune prise avec la réalité. Je veux dire, ça ne dit rien des sociétés primitives, ça ne dit rien de la transformation sociale, etc. C'est vraiment la mythologie de l'individu qui a Hmm. toujours existé, alors que c'est une production sociale, etc., que Marx démontre bien. Donc, Et ben d'ailleurs, ça c'était marrant parce que j'ai pas réécouté tout le live, mais il y a un moment où, parce que notre invité Coriovision me fait bégayer, notamment sur Chapoutot, mais à un moment je le fais un peu bégayer aussi quand il nous parle d'individu. Il dit oui, au fond les libertariens ils disent voilà que ils partent de l'individu qui est une réalité biologique et ils ont pas tort. Je suis pas du tout d'accord avec ça en réalité. En fait ils ont l'individu, c'est pas une réalité biologique, hein. mais bien sûr que C'est une non. réalité Et du coup, en sociale. fait, ils reprennent leur vision actuelle d'individu en se disant ah bah il y a toujours eu des gens dans les communautés humaines, il y a toujours eu des espèces, enfin des humains, voilà, un seul humain comme tu peux avoir un singe ou un truc comme ça. Et du coup, ils pensent que c'est un individu, c'est quelqu'un qui naît comme ça, alors qu'en réalité, non, l'individu, ça arrive à l'issue d'un développement socio-historique et c'est même quelque chose d'assez moderne. Est-ce qu'on parle d'individualité il y a 10 000 ans Moi, Bah je là, mets on pas ma va, main on va coupée, tu refaire vois, du hein. on va refaire du matérialisme dialectique, justement pour étudier ça. Si la réalité biologique de l'être humain était si fondamentale pour produire la théorisation de l'individu, bah, ça veut dire que toutes les sociétés humaines d'Homo sapiens depuis tout temps auraient comme réalité d'organisation sociale fondamentale l'individu. Or, c'est pas le cas. Or, l'apparition de l'individu comme réalité sociale fondamentale est hyper moderne, Bien sûr. hyper située historiquement en Occident. On la voit émerger un peu à la Grèce antique, etc. Et d'ailleurs, elle est après déjà supplantée dans l'Antiquité, mais pour des raisons effectivement de réalité matérielle qui sont extrêmement semblables avec la modernité. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que la modernité libérale fait référence tout le temps à la période antique. Mm. Que va faire la bourgeoisie quand elle crée ses structures politiques? Elle fait référence à une structure significative qui lui ressemble le plus dans l'histoire, qui était la République, et d'ailleurs qui dégénérera en empire, Mm. exactement comme le processus romain. Donc tout ça n'est pas hasardeux. Tout ça relève d'une structure significative, de rapports sociaux qui s'apparentent entre les deux. Mais au-delà de ça, dans l'histoire d'Homo sapiens, l'histoire antique occidentale et l'histoire moderne que nous vivons aujourd'hui sont extrêmement spécifiques et ne relèvent pas du tout l'individu ne relève pas de toutes les sociétés, toutes les époques. Dans l'histoire, c'est même extrêmement particulier. Donc, si la réalité biologique de l'unité de la division en unités d'une espèce était fondamentale, bah, il y aurait de l'individu dans toutes les structures sociales, Mm. de toutes les communautés d'hommes, enfin d'hommes et de femmes. Or c'est pas le cas. Et d'ailleurs, on va aller jusqu'au bout. Si la réalité biologique de l'individu c'était si fondamental, bah, il n'y aurait pas la race, il n'y aurait pas le genre, parce que l'individu et l'individualité et sa propriété et sa liberté, etc., dans même l'histoire moderne et dans même l'histoire antique, elle est attachée à la propriété et elle est attachée à la propriété d'un certain type d'individu. L'individualité n'est pas donnée à tout le monde, elle est produite par une certaine classe sociale, etc. Et, et, et pourtant, les femmes et les gens non blancs, etc., relèvent de la même individualité biologique. Donc, ça n'a aucun sens de considérer que cette réalité biologique est fondamentale et fait naître l'individu. Mm. Non, au contraire, c'est l'inverse. Mais C'est l'individu et vas-y, la vas-y. production intellectuelle de l'individu, sa centralité dans la société moderne, qui nous fait voir l'unité de production individuelle comme réalité biologique. Mm. Mais d'ailleurs, En dehors de ça, bien sûr que les êtres humains étaient euh, individualisés avant, hein, c'est pas des hermaphrodites et tout, mais en dehors de ça, les structures les mentales
des époques précédentes ou d'autres époques, euh, euh, ne pensent pas du tout l'individu et ne sont pas centrés sur les fonctions biologiques unitaires d'un corps, justement parce qu'il n'y a pas les modes d'organisation sociaux qui centralisent l'individu et ses droits dans l'organisation sociale. Mm. Mais d'ailleurs, quand on s'intéresse un peu à l'anthropologie, au développement de l'homme, ben, on se rend compte de quoi? On se rend compte que il n'y a aucune preuve de conscience individuelle, de rapport individuel. Il y a, je sais pas, tu prends il y a 3 millions d'années, des choses comme ça, et que ça se développe au fur et à mesure. Une des premières choses qui représente une conscience déjà que l'autre, bah, c'est peut-être un sujet particulier, c'est enterrer ses morts, mais enterrer ses morts, c'est pas si vieux que ça, je crois que c'est environ 100 000 ans ou un truc du genre, donc même dans l'histoire d'Homo sapiens, Ça, je pense 10 000, hein, je dirais, hein. Quoi? Je pense que c'est plutôt 10 000 ans que 100 000 ans, hein. Non, 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 c'est pas 10 000 ans, c'est... Non, 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 10 000 ans, c'est le début du néolithique. 100 000 ans? Ouais, c'est Je 100 suis pas 000 ans, sûr un que truc comme l'Homo ça. sapiens a 100 000 ans. L'Homo sapiens a 300 000 ans environ. Et du coup, oui, voilà, tu vas avoir... bah, dans toute l'histoire d'Homo sapiens, le moment où Homo sapiens a enterré ses morts, bah, c'est même pas... C'est quoi, c'est un tiers? Bah, c'est pas énorme, en fait. Donc on voit en fait qu'au fur et à mesure du développement d'Homo sapiens dans l'histoire, on a un développement de l'individualité. D'abord enterrer ses morts, après on va avoir, je sais pas, des représentations des gens, on va avoir énormément de choses qui vont se développer jusqu'à aujourd'hui, où on a encore un individu entravé par des structures, comme tu le dis, des structures qui peuvent être raciales, qui peuvent être de genre, des choses comme ça. Et donc enfin, l'histoire est aussi l'histoire du développement du processus d'individuation, et c'est pour ça, on le répète souvent sur la chaîne, mais le terme de Lucien Sèvres quand il parle du communisme et qui dit que c'est un individualisme, je trouve ça très juste. C'est-à-dire que c'est un stade où bah, il y aurait une meilleure liberté individuelle, on va dire, même pas une liberté, une possibilité pour les hommes de se vivre en tant qu'individu et de se développer par le collectif en tant qu'individu, que chaque individu soit un peu libre par rapport à ça, quoi. Mais l'individu, on a parlé de la pensée bourgeoise, etc. La pensée de l'individualité nécessite des rapports de production. Voilà, un truc typique. Quel est le ressort de la pensée de l'individualité? C'est la propriété privée. C'est- euh, la propriété privée a permis à la bourgeoisie euh, de se libérer, etc. Et cette centralité de la propriété privée est le fondement de la pensée libéraliste libérale et individuelle. Avant la propriété privée, la pensée de l'individu, c'est assez diffus, c'est très confus, très complexe. D'ailleurs, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de genre ou de race, justement parce que est-ce qu'on est vraiment un individu quand on n'a pas de propriété privée? Euh, euh, c'est des questions qui se sont posées. Est-ce qu'on est vraiment un individu quand on est noir, quand on est une femme? C'est vraiment des questions qui sont posées, qui sont fondamentales dans le développement et la centralité de la pensée libérale, quoi. Et donc de Et, la pensée bourgeoise. et puis, moi, ça me fait penser aussi, tu sais, c'est un peu là, on s'éloigne un peu du sujet, mais c'est intéressant, je trouve, à toutes les tribus un peu primitives où tu vas avoir un rituel en fait pour devenir homme. Et ce rituel pour devenir homme, ça va être parfois des scarifications, parfois ça va être je sais pas, la circoncision, ça va être ou des choses comme ça qui vont être très symboliques et qui représentent une soumission énorme à la communauté. Pour le coup, c'est des sociétés où l'individu il a très peu de place. Ce qui compte, c'est la communauté. C'est la tribu, quoi. Donc, et d'ailleurs, la tribu est soumise à un certain totem. Enfin, on voit qu'il y a. Enfin, soumis. Peut-être pas le bon terme, mais voilà. On voit qu'il n'y a pas du tout le même rapport à l'individu. Donc, imaginez que l'individu. Il y a, je sais pas, il y a 300 000 ans, en fait, les gens, ils étaient dans un truc où ils pouvaient échanger, mais c'est une vision, mais totalement dingue. En fait, les libertariens, on le dit pas assez parce que les mecs, ils sont. On parle de politique, donc il y a un relativisme libéral de penser que toutes les opinions se valent, mais ces types-là sont aussi débiles en politique et en histoire qu'un type qui te dirait que la Terre est plate et qu'on tourne, que le Soleil tourne autour de la Terre, quoi. D'accord. Ah, j'ai bouché un coin à position revue, je suis assez content de ça quand même. Ah non, parce que tu dis des trucs sur lesquels on est d'accord. Ah, et
Et oui, pour Homo sapiens, c'est bien 300 000 ans, cher ami. Oui, 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 ben ouais, ouais. T'inquiète pas, moi, voilà, moi je suis mauvais en marxisme, mais un peu meilleur en sciences naturelles. C'est mon côté idéaliste, ça, les sciences naturelles, c'est plus rigide, tu vois. Même s'il y a la théorie de l'évolution, mais ça, je suis pas sûr que ça existe, hein, parce que c'est une hypothèse parmi une autre, comme dirait l'abbé Raffray, ami de Banc et Cigare, hein, on n'est pas encore sûr. Il n'y a pas une différence entre Homo sapiens et Homo sapiens sapiens? Non? Non, d'ailleurs, on dit plus Homo sapiens sapiens, je crois, on dit juste Bon, Homo ouais. sapiens. De- Mais tu sais que selon Marx, on est encore à la préhistoire, tant qu'on n'est pas rentré Ah, il dans le essaie de repartir sur communisme. l'histoire parce qu'il voit qu'il bégaye sur l'anthropologie. Le Ah chat non, a vu, le mais chat le voit. tu as raison. Moi, je le dis quand je ne sais pas. Ouais, ouais, bien sûr. Bon, et est-ce qu'on se coupe là? Parce que là, ça fait environ 2 heures. Je pense que 2 heures, c'est pas mal comme capsule. Ça permet d'avoir un truc qui est regardable parce que voilà, Là, les je gens fais ils un petit. passent sur un truc de. Tu veux faire une petite conclusion? Non, mais un petit récap du coup. Vas-y. Donc voilà, donc voilà, le matérialisme dialectique chez Marx, je redis, voilà, on a la genèse avec la sortie du dualisme et, euh, religieux et euh, de l'opposition entre l'âme et la matière. La pensée dialectique qui fait de la totalité et de ses contradictions internes le moteur de l'évolution de cette totalité. Je finis juste en disant, voilà, attention à ne pas considérer le matérialisme dialectique de Marx comme la primauté de la matière. La primauté, le matérialisme de Marx est la primauté de la matérialité. Les rapports matériels, c'est justement, ce n'est pas la matière qui guide les hommes, ce n'est pas de la matière ne naît pas des déterminations historiques, etc. C'est la matérialité, c'est-à-dire les rapports que les hommes entretiennent entre eux pour se reproduire, produire et se développer. C'est ça la matérialité chez Marx, et qu'on appelle matérialisme, pas la matière. Donc attention à ça. C'est vraiment quelque chose de très social, le matérialisme chez Marx. C'est vraiment et donc il faut. Je vois Catherine Rousseau qui dit matière égale rapport social chez Marx. C'est exactement ça. L'essence de l'homme pour Marx, c'est l'intégralité de ses rapports sociaux. Il le dit dans les thèses sur Feuerbach. On y reviendra pendant les prochains lives. Mais vraiment, gardez ça en tête, l'opposition matérialité-matière. Ouais. Ouais. Bon, on va s'arrêter là pour ce live peut-être. Comme ça, en plus, toi, je crois que tu te lèves à 4h30 demain, c'est pas ça? Tout à fait. Bon, c'est voilà, c'est Et un là, je vrai vais lire. prolo en fait. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez, n'hésitez pas d'ailleurs, vous pouvez peut-être prévoir des questions si vous avez. On fera d'autres lives de toute façon sur ce sujet-là. Donc si vous avez des trucs parce que vous avez pas trop regardé, vous avez juste vu la vidéo de Cathédrale osseuse, vous avez rien compris. Voilà, vous pouvez envoyer quoi des petites questions, ça peut être sympa quoi. Carrément. Et il ne faut pas hésiter euh, à nous DM ou Sur sur Twitter, hein. position, via Twitter, si vous voulez des rêves de livres. Franchement, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. Hein. Ouais, ouais, il va vous balancer vers le côté obscur de la force.